Salut Calvin. Salut Vince. J'espère que tu vas bien. Très bien. Eh ben écoute, merci à toi de nous accorder du temps ici. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es enseignant, tu es également député en Belgique au Parlement bruxellois. Bruxellois, oui, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où je suis les questions d'enseignement. Et tu te considères comme un activiste panafricain, c'est bien ça? Oui, un militant panafricain et décolonial. Ça veut dire quoi ça, être un militant panafricain et décolonial? Alors un militant panafricain et décolonial est un militant qui porte des idées, notamment en termes de lutte contre les exploitations, c'est-à-dire des exploitations qui trouvent leur source dans des questions comme l'esclavage, la colonisation, et qui estime qu'il faut un multilatéralisme. Très simplement, cela veut dire qu'il faut respecter la souveraineté des États. D'accord. À commencer par la souveraineté des États africains, et donc que les États africains, par exemple, s'unissent pour pouvoir atteindre un niveau de développement comme nous connaissons ici en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors on va être amené à parler de beaucoup de choses parce que forcément sur limites, nous on parle de limites planétaires et limites planétaires, ça paraît un petit peu nébuleux comme ça, mais c'est très concret, c'est dans plein de domaines différents, pas que les domaines qui ont été définis par l'ONU, que ce soit le climat, la biodiversité, c'est également nous, nos relations humaines en tant qu'êtres humains, comment nous habitons l'espace, comment nous vivons, la politique est extrêmement liée à ça. Et forcément, je trouvais que tu étais la personne la plus adéquate parce que en Belgique, dans tous les politiciens, dans tous les militants, dans toutes les activistes, dans toutes les personnes qu'on a, je trouve que tu as réussi à aborder des thématiques dont on n'entendait pas forcément parler à un plus haut niveau. On en parle entre des potes, souvent aussi c'est très décrié, parce que ce sont un petit peu des nouvelles notions. Alors ça n'a rien à voir, mais on va parler de ce qui est woke. Woke est un mot qui fait trembler des gens. C'est un terme que j'utilise pas forcément pour moi, que j'ai l'impression que dans mon entourage on n'utilise pas pour nous considérer, on se considère pas comme woke, mais beaucoup de gens utilise ce terme pour nous appeler, pour nous nommer, et souvent d'un point de vue, c'est souvent connoté très négativement. Ça, on va l'aborder. On va bien sûr aborder une thématique qui est super importante pour moi, que j'ai découvert d'ailleurs aussi beaucoup sur tes réseaux sociaux. C'est en référence bien sûr au livre de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale. Qui est un livre qui est très complexe quand même. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le finir, mais qui nous fait voir les choses très différemment, c'est-à-dire qu'on visualise toujours écologie et colonisation comme des choses qui n'ont absolument rien à voir, oui. Alors qu'en fait, pas du tout. Oui. Et il y a beaucoup de liens. Ah, il y a beaucoup de liens. On va en parler, on va vraiment prendre le temps à notre aise. C'est un peu comme ça sur Limite. On va prendre le temps de discuter tranquille. Mais d'abord, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi de discuter dans cet endroit-ci? Ici, nous sommes à la librairie Pépite Blues qui se trouve à Matongué. Et cette librairie, pour moi, elle est assez illustratrice de ce que Bruxelles va devenir, de ce que Bruxelles est en train de devenir. C'est-à-dire une ville qui est fière de ses racines, mais aussi qui se projette vers l'avenir. L'avenir, c'est l'inclusivité. Et ici, on trouve des bouquins, mais aussi on trouve toute une série d'activités qui sont organisées afin d'expliquer le monde à travers les yeux des cultures africaines, des cultures, des littératures africaines. Et en fait, sortir quelque part de la vision occidentalo-centrée, mais être dans une vision universelle. Et en fait, quand on parle d'universel, parfois certains essayent d'opposer universalisme, wokisme, etc. etc. Tout simplement parce que les gens ne vont pas au fond des choses. Quand on parle d'universalisme, parfois les gens ne se limitent qu'à ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire ce qu'ils connaissent à partir des références philosophiques et culturelles. Pour les plus jeunes, est-ce que tu peux redéfinir universalisme? C'est important. En fait, c'est considérer que les êtres humains sont tous égaux. Oui. Si on va, disons, si on va en termes de droit, mais aussi en termes de principe, que les êtres humains sont égaux, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle. C'est ce qui est écrit dans la loi aussi. C'est ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, je préfère, que des droits de l'homme, etc. Sauf que lorsqu'on regarde bien, je vais te prendre un exemple très simple. Lorsqu'on estime que la Déclaration universelle des droits humains a été prise en France, elle a été travaillée en France, elle a été proclamée donc lors de la Révolution française, on ne tient pas compte des concepts philosophiques qui touchent aux droits humains, qui tirent leur source des cultures africaines, des cultures asiatiques.
des cultures sud-américaines. Par exemple, la philosophie de l'Ubuntu, qui est très liée à l'écologie, qui veut dire « je suis parce que tu es ». Je suis individu parce que d'autres individus existent. Donc, il y a une collectivité, il y a quelque part une entraide qui existe parce que si je n'existe pas, tu ne peux pas non plus exister. Et donc, c'est le même principe vis-à-vis de la nature. Les philosophies africaines ont toujours porté la question de l'écologie, mais ne l'ont pas théorisé comme on le théorise en Europe aujourd'hui. Et donc, cette philosophie de l'Ubuntu, par exemple, qui est universelle, elle est universaliste. C'est-à-dire qu'elle porte en elle des principes qui protègent la nature, mais qui protègent aussi l'être humain qui doit vivre en équilibre avec son environnement, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, etc. Mais dis-moi, dans quelle école en Europe enseigne-t-on la philosophie de l'Ubuntu? Je viens de le découvrir à l'instant même. Ben oui, ça c'est un exemple concret. Et donc, dans l'Ubuntu, il y a plusieurs principes qu'on retrouve dans cette philosophie. Il y a aussi, par exemple, il y avait un très grand empire. Parce que lorsqu'on parle, et c'est de là qu'il y a là, aussi... on va arriver sur la colonisation et la période avant la colonisation. Voilà. Donc, effectivement, lorsqu'on prend un grand empire comme l'empire du Mali, certains ont déjà entendu parler des manuscrits de Tombouctou, c'est-à-dire ce sont des livres qui ont été écrits par des savants qui vivaient dans cet empire du Mali, qui existait du 14e jusqu'au 17e siècle, par là, et qui faisait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, on n'a jamais enseigné, par exemple, aux enfants ici, qu'il y avait de grandes universités dans cet empire. On a toujours présenté l'Afrique et... comme la savane. Hein. Comme la savane, comme un endroit où il n'y a jamais eu le développement de grandes philosophies, le développement de grandes connaissances. Et donc ces manuscrits de Tombouctou, qui ont été détruits par les terroristes et les islamistes à l'époque, certains d'entre eux, on a protégé d'autres, est la preuve que l'Afrique a connu de grandes civilisations, y compris sur le plan de la lutte pour la préservation de la nature, de l'environnement, et sur les principes écologistes. Je ne parlerai pas du président plus récemment, qui est mort en 87, Thomas Sankara, qui avait fait au Burkina Faso de la lutte contre la désertification, de la lutte écologiste, un des principes fondateurs de sa présidence. Donc on voit là que finalement l'écologie, par exemple, est malheureusement une matière que l'on voit uniquement à travers les yeux de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'Occident. Et l'écologie décoloniale vise à prendre, à intégrer, à prendre en compte tous les aspects historiques, économiques, sociaux, culturels qui permettent de lutter pour la préservation de la planète. Et donc, si je donne deux exemples pour illustrer cela, au niveau historique et économique, la colonisation est quelque chose dont on doit tenir compte dans le legs qui nous a été laissé en ce qui concerne le travail que nous devons faire en matière d'écologie. Par exemple, Léopold II. On a beaucoup parlé à l'époque de Black Lives Matter. Etc. Deuxième roi des Belges. Voilà, deuxième roi des Belges. Mort en 1908. Mort en 1908. Et l'homme qui a initié la colonisation au Congo, qui en a fait une propriété privée, finalement. Tout à fait, ouais. Je rappelle que le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Et le roi... C'est drôle parce que personne n'en voulait. Et au traité de Berlin, ils ont dit, vas-y, c'est bon, prends-le. Oui, mais parce qu'il a fait un travail diplomatique, il a été malin, il a compris qu'il pouvait avoir des richesses là-bas. Il s'est vendu en tant que... J'ai découvert ça très récemment, en fait, qu'il s'est vendu en tant que libérateur d'opprimés là-bas, qu'il y avait déjà l'esclavagisme entre le Maghreb et voilà, qu'il y avait déjà des esclaves là-bas présents sur place. Et il partait là-bas en tant que libérateur pour libérer de l'esclavagisme. C'est ce qu'il a prétendu. Alors, c'est ce qu'on appelle la propagande coloniale. La propagande coloniale, c'est quelque chose qu'on met en place. On implique des journaux, on implique toute une série d'éléments qui peuvent permettre de faire ce que j'appelle un lavage de cerveau. C'est-à-dire mettre dans la tête des gens des choses qui ne sont pas la réalité. Parce que on a fait comme si cette zone était une zone vierge où l'esclavage était présent. L'esclavage était présent. Mais les Africains eux-mêmes luttaient déjà contre l'esclavage.
C'est ce qu'on oublie de dire. Par exemple, quand on dit Victor Schœlcher a aboli l'esclavage, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il a lutté, effectivement, on reconnaît que en France, il a lutté pour qu'il y ait une loi qui soit adoptée et on ne peut pas le lui enlever. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de tous les esclaves qui se sont battus, qui ont créé des royaumes en brousse, qui ont fait des guerres, qui se sont mutinés sur des bateaux négriers pour se libérer? Eux n'ont pas participé à la lutte contre l'esclavage. Et donc, quand on prend Léopold II, en fait, ce qu'il voulait, et c'est le lien avec l'écologie, c'est gagner le plus de fric possible. Gagner le plus de thunes possible. C'est un investissement et il s'est même endetté au début jusqu'à ce que ce soit bankable et qu'il gagne beaucoup. Effectivement. Et donc, c'est le capitalisme. Donc, quand j'ai défini l'écologie décoloniale, l'écologie décoloniale vise à sortir du cadre du capitalisme. Parce que le capitalisme a un seul objectif, c'est de faire le plus de thunes le plus vite et le plus tôt possible, y compris aux dépens des humains, aux dépens de la biodiversité, de la nature, de l'environnement, des sols et des sous-sols. Et en fait, ce que Léopold II a fait, c'est qu'avec le boom de l'automobile à la fin du 19e siècle, on va avoir besoin des pneus. Beaucoup de pneus. Et donc, à un moment donné, la demande va être telle, là on est déjà dans l'hyperconsommation. La surproduction, l'hyperconsommation appelle l'hyperproduction. Donc, plus on demande des choses à consommer, et plus on a besoin de produire. Donc, puisque on demandait beaucoup d'automobiles, il fallait produire beaucoup plus de pneus. Et quelle est la matière qu'on utilise pour faire du pneu? Le caoutchouc. Et c'est de là que Léopold II va demander à ses agents au Congo, il va leur dire, par tous les moyens, vous devez augmenter la production. Et eux vont s'en servir pour par tous les moyens. Oui. C'est ça le mot qui fait peur, par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, il faut savoir qu'on tuait des gens, on prenait des familles en otage pour forcer les papas à aller en brousse le plus loin possible. Parce qu'au début, c'était près des villages. L'arbre qui s'appelle l'EVA et les lianes permettaient d'avoir du caoutchouc rapidement. Donc, on avait un inspecteur d'État qui arrivait, de l'État indépendant du Congo. C'est comme ça que Léopold II avait appelé son territoire, indépendant parce qu'il avait peur qu'à un moment donné, les grandes puissances comme la France, la Grande-Bretagne viennent lui chipper son territoire privé, et il va l'appeler État indépendant du Congo, indépendant des grandes puissances. Et donc, on va forcer, un inspecteur arrive dans un village, il dit, bon, au chef du village, vous devez, à mon retour, vous devez me fournir telle tonne de caoutchouc. Si je viens et qu'il n'y a pas, vous allez avoir des mesures de rétorsion. Donc, le chef du village est obligé de répartir dans les familles. Chaque famille doit ramener tel kilo de caoutchouc. Et donc, parfois, quand les gens ne ramenaient pas, on coupait une oreille, on coupait une main, et donc, on exerçait des châtiments, on tuait, on prenait en otage des familles pour obliger avoir du rendement, quoi. Alors, quel est le lien? Et donc, quand vous allez chercher du caoutchouc, vous détruisez la biodiversité, la faune, la flore, etc. Et donc, quel est le lien avec ce que nous disons aujourd'hui? Je vais donner deux exemples, un qui est un peu loin de nous et un qui est plus proche. C'est le chocolat Côte d'Or, par exemple, et ce téléphone. Quel pourrait être le point commun entre les deux? Ah, vous allez voir. Donc, le chocolat Côte d'Or. Nous aimons tous manger du chocolat. Ah ouais, non, c'est sûr. Après ce que tu vas me raconter, je crois que je risque de réduire. En fait, c'est simple. Le principe, il faut toujours se souvenir du principe que j'ai développé concernant le caoutchouc. Plus il va y avoir de la demande, et plus il va y avoir de la production. Et à partir du moment où il y a plus de production et plus de demande, on va utiliser beaucoup plus de moyens, dégueulasses, il faut dire le mot, pour obtenir ce qu'on veut. Donc, pourquoi Côte d'Or est liée à la colonisation? Certains ne le savent pas, mais l'ancien nom du Ghana actuel, c'était Gold Coast, la Côte de l'Or. La Côte de l'Or, oui. Parce que tout simplement, quand je vous parlais de l'empire du Mali, l'empire du Ghana, ce sont des empires qui ont connu des moments fastes avec l'or. Et donc, ce sont des endroits où on trouve encore de l'or. Et donc, en 1883, on va avoir une firme belge qui s'appelle Alimenta,
qui va commencer à utiliser des fèves de cacao pour produire du chocolat. C'est de là que va venir les premiers goûts belges du chocolat. Il existait du chocolat avant, qui venait d'Amérique du Sud, avant l'indépendance de la Belgique. Ouais. Mais là, c'est à partir de ce moment qu'on va rentrer dans une exploitation vraiment industrielle du chocolat avec le cacao. C'est déjà incroyable parce que la Belgique est réputée dans le monde par rapport à son chocolat quand Effectivement. même. Hein. Et donc, la colonisation jouait un rôle très important. Alors, le Ghana, au début, ce n'est pas cette apparence. Il y avait déjà l'éléphant, mais derrière, on avait aussi un palmier et 3 pyramides. Les pyramides renvoient à cette fascination de l'Europe pour l'Égypte antique. Et le palmier, évidemment, le palmier, je vais venir à la question du palmier à huile aussi. L'huile de palme, bien sûr. Ouais. L'huile de palme au Congo, qui a aussi des désastres écologiques et humains. Mais restons sur le cacao. En fait, on va avoir des gouverneurs coloniaux du Congo belge, parce que après, au moment de Léopold II, il ne peut pas diriger lui-même le Congo à partir de la Belgique. Donc, il envoie des gens là-bas, des soldats, pour mater les révoltes et pour tuer, par exemple. Il envoie aussi des inspecteurs, des administrateurs, mais aussi des gouverneurs. Et ces gouverneurs vont visiter parfois la Gold Coast, qui était une colonie britannique. Et là, ils vont se rendre compte parce qu'il y a une entreprise belge là-bas qui exploite les fèves de cacao, ils vont se rendre compte du potentiel financier et économique que le cacao a. Et là, ils vont ordonner l'importation des cacaoyers au Congo, en fait. Et c'est là qu'ils vont imposer la culture du cacao aux populations. Mais le cacao, c'est l'exemple type de ce qu'on appelle la monoculture intensive, qui a été imposée par les puissances coloniales. La France a imposé la monoculture intensive de l'arachide au Sénégal. Je me permets justement, Oui. regarde où tu es, c'est important, la monoculture, parce que c'est sur des nouveaux termes pour pas mal de gens. Alors bien sûr, sur Limite, on en parle effectivement. Donc il s'agit d'énormes et de gigantesques plantations à perte de vue. D'un seul produit. D'un seul produit. Et effectivement, alors qu'avant ça, il y avait une forêt vierge, il y avait une forêt primaire, c'était absolument tout mélangé dans tous les sens, une biodiversité incroyable. Oui. Alors que là, effectivement, ça détruit tout. Donc après, je pense que on voit très bien de quoi il en retourne, mais ça commence vraiment à me faire peur ce que tu me dis là, parce que quand tu me dis la colonisation a imposé des monocultures, donc en fait, le paysage, moi, quand je vais au Sénégal ou quand je vais en Afrique, et n'est pas le véritable paysage de base. Non, il donc a quand moi je complètement donne un changé. bête exemple, parce que vraiment j'en ai frissons d'une part, je suis d'origine sénégalaise, je prends le véhicule entre Ziguinchor et Kafountine, voilà, ma famille vient de là-bas et tout ça, Oui. il y a des manguiers à perte de vue, je dis, ah, c'est trop belle la nature, ça a créé des manguiers tout le long. En fait, non. Non, non. Par exemple, le teck, pour l'exploitation du bois, a été imposé dans des pays comme le Togo et d'autres, imposé par la colonisation allemande, avant la Première Guerre mondiale. Et donc l'arachide au Sénégal, le coton au Burkina Faso et le palmier à huile au Congo. Parce que quand vous prenez les cacaoyers, si vous cultivez uniquement les cacaoyers, moi quand j'étais petit, j'habitais au Togo, j'allais au champ avec mon oncle et mes cousins. Et on m'a toujours appris que pour ne pas appauvrir la terre, lorsqu'on faisait des buttes pour planter des boutures de manioc, on ne devait pas faire uniquement du manioc à perte de vue. À côté, on devait faire du haricot au milieu des buttes pour régénérer le sol. Parce que lorsque les feuilles de haricots, par exemple, s'assèchent et tombent sur le sol, ça devient de l'engrais naturel qui enrichit le sol. Alors que le cacaoyer a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un appauvrissement des sols, ça entraîne un assèchement des nappes phréatiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le palmier à huile, parce que lorsque Léopold II allait mourir, il a été obligé de céder le Congo à l'État belge. Belge directement, oui. Donc c'est devenu le Congo belge à partir de 1900. C'est parce qu'il allait mourir ou alors enfin, il y a eu des coups de pression aussi Il y a eu des coups de pression. Ouais. C'est-à-dire que, bon, pour ne pas faire trop compliqué, à un moment donné, on tuait tellement de gens et ce qui était On parle de dit- millions quand même. Hein. Oui, bon, je n'ai pas de chiffres. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres étayés, scientifiquement exacts, mais on parle éventuellement de millions de personnes qui sont mortes durant cette période-là. Et donc, disons, l'image de Léopold II, mais aussi, à l'époque, les pasteurs qui allaient sur place, les diplomates qui allaient sur place, écrivaient sur ce qui se passait.
non seulement sur les tueries, non seulement sur les massacres, mais aussi sur l'exploitation des ressources qui étaient faites et qui touchaient à la biodiversité. Et donc, qu'est-ce que l'État belge va? Il va y avoir des coups de pression politique parce que c'est l'image de la Belgique. Non, on est entre 1900 et 1908 là. Hein. Effectivement. Donc, l'État dit indépendant du Congo, c'est entre 1800, officiellement, hein, entre 1885 et 1908. Mais il ne faut pas oublier que Léopold II envoie déjà des émissaires dans les années 1870. Donc, il a bien préparé le terrain. Et donc, ce qui se passe, en réalité, c'est que avec les coups de pression politique, parce que quoi que l'on veuille, certains disent, oui, il ne faut pas faire de lien entre ce que Léopold II a fait et l'État belge fait. Gardons ça, on va y venir après. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les politiques vont décider de mettre la pression pour que le roi puisse céder le Congo. C'est là où la propagande coloniale va s'installer en disant, le roi a donné comme un cadeau le Congo à la Belgique, alors que c'est faux. Il a été obligé de céder la Belgique, le Congo à l'État belge. Alors, quand l'État belge va prendre la souveraineté sur le Congo, on va se dire, ces pratiques vont s'arrêter. Tout ça, cette exploitation des humains, de la nature, de l'environnement, etc., ça va s'arrêter. C'est abominable, etc. Eh bien non, ça va continuer. Et la pratique qui va continuer, un seul exemple, c'est le palmier à huile. Et là aussi, monoculture intensive. Et là, on va instaurer le travail forcé. D'abord, on va exproprier des terres aux gens. C'est pour ça que l'écologie politique est aussi porteuse de justice sociale. Donc, justice sociale dans l'État, en Belgique, on veut une écologie qui soit beaucoup plus proche des populations les plus précarisées. Qu'on trouve des solutions écologiques qui soient plus proches des populations les plus précarisées, mais aussi en termes d'inclusion dans les luttes écologiques. C'est-à-dire que lorsqu'on mène des luttes, qu'on tienne compte des populations qui descendent des colonisés, des populations qui ne sont pas uniquement d'origine occidentale, par exemple, et au niveau des pays où on exploite les ressources, il faut qu'on tienne compte aussi des conditions de vie des populations sur place, mais aussi de l'environnement dans lequel ces populations vivent, d'autant plus que ça a un impact sur la préservation de la planète. Et donc, concrètement, le palmier à huile, on va exproprier des terres en 1911, des milliers d'hectares, à des gens qui vivent des là, gens qui vivent là, et du jour au lendemain, et ces terres leur servent à se nourrir et à préserver leur environnement. Qu'est-ce qu'on va faire? À qui? Et ça, c'est très intéressant. À qui va-t-on octroyer ces terres gratuitement? C'est à un certain Lord Lever. Ah non, okay, rien à voir. Non, la Belgique va octroyer ces terres à un certain Lord Lever parce qu'on va passer à ce que l'État belge a appelé la colonisation industrielle. C'est-à-dire qu'on va octroyer des terres à des gens qui vont faire de l'exploitation industrielle de certains produits comme le palmier à huile. Lord Lever, dont le patrimoine a donné lieu à l'entreprise Unilever, en fait. Et ce qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est que l'exploitation donc de la monoculture va abîmer complètement la biodiversité, va abîmer l'environnement, mais ces terres n'ont jamais été restituées à leurs propriétaires. C'est parce que tu me parles de ça, et effectivement pour tout ce qui est monoculture d'huile de palme, est-ce que c'est la même chose pour les mines? Ben oui, c'est exactement la même chose. Mais pour terminer sur l'huile de palme, c'est très important parce que depuis 1911, plus d'un siècle plus tard, les descendants des propriétaires, des vrais propriétaires de ces terres, courent toujours derrière la propriété de ces terres. Il y a, si vous allez sur le site du CNCD 1111, il y a un dossier sur le palmier à huile et l'arbitrage qui a lieu actuellement en Allemagne, parce que ces personnes ont porté plainte, parce que Unilever, en 2009, a revendu ces terres à une entreprise germano-canadienne qui s'appelle Feronia. C'est pour ça que l'affaire se traite actuellement en Allemagne. Donc, depuis 1911, malheureusement, ces familles n'ont pas retrouvé leurs terres. C'est pour ça qu'on parle aussi de justice climatique. Donc, le lien avec la colonisation a causé du tort, aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'exploitation des humains. Il faut que cette justice climatique inclue le retour de ces terres. Parce que ces personnes exploitaient ces terres en tenant compte de l'équilibre
qu'il y a entre ce dont elles ont besoin et ce dont la nature a besoin. Et quand la colonisation est arrivée, elle a mis tout ça par terre. Pourquoi? Pour de la thune, tout simplement. La thune, du pouvoir, mais principalement la thune. La thune et le pouvoir. Oui, la thune les deux vont ensemble très souvent. On est vraiment en train d'avancer très bien et très vite. Et tu es tellement précis dans tes propos, tu vois. J'ai même pas besoin de te relancer tellement je bois tes paroles et c'est super instructif. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que forcément, là, regarde aujourd'hui, je suis un descendant de la colonisation. Mon père est d'origine sénégalaise, tu l'es aussi. Le monde a énormément changé, voilà. Et on se retrouve aujourd'hui dans une fracture de la société. Ça, on va pas se le cacher. Des gens qui disent la colonisation, vous devez oublier, c'était avant. On va pas reparler d'un truc qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, il faut regarder demain. Tu as très bien expliqué que ça a des traces et que le système qu'on a aujourd'hui, le capitalisme doit justement sa réussite et tout ce capital qui a été généré grâce à l'exploitation des plus faibles et tout le bordel que ça a fait sur la biodiversité. Je résume rapidement sur les cultures, sur les langues, sur les gens, sur les êtres humains surtout, toutes ces monocultures et tout ça. Et en même temps, on a la sensation qu'en fait, la colonisation n'est pas vraiment terminée. Tu sais, j'ai l'impression que dans les livres d'histoire, en général, peut-être pas tous, mais à l'école ou quand on parle avec des amis et tout, la colonisation, c'est avant, point. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. En fait, on vit encore cette colonisation. Et justement, j'ai envie de te parler de cette fameuse néocolonisation. C'est drôle parce que ça reste quelque chose qui fait tabou chez pas mal de personnes, chez des élites. C'est comme si non, pas du tout, le monde a véritablement changé. Il n'y a plus de colonisation. Tu parlais de l'extractivisme de Léopold II, que le Congo belge a fait la même chose. Concrètement, est-ce que rien neuf sous le soleil en fait Justement, ça c'est l'un des principes portés par les panafricanistes. Donc le panafricanisme prend exemple sur le fait que la colonisation n'est pas totalement terminée et que les pays n'ont pas la souveraineté sur leurs ressources, et notamment les mines. Donc, je vais montrer ça. Ça, c'est un téléphone. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Voilà, c'est un téléphone. Et sa particularité, c'est que je ne peux pas enlever, donc je ne peux pas l'ouvrir. On ne peut plus faire ça, c'est voilà, vrai. on ne peut plus le faire. On... Et donc, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on programme sa mort la plus rapide possible. Ouais. Et donc, ce qu'on observe, c'est que tout le monde, beaucoup de gens, lorsque le téléphone s'arrête ou lorsqu'il y a un problème, vont en acheter un nouveau. Alors qu'avant, on pouvait l'ouvrir, enlever la batterie, la changer, aller acheter un nouveau. Par exemple, des métaux qui sont dedans pouvaient être changés. Aujourd'hui, on a maintenant des repair cafés où on peut réparer. Oui, mais ça coûte très cher. Mais ça coûte très cher. Ça, parfois, les gens se disent... de ça, oui. Mais c'est un nouveau modèle business qui a été développé. Parce effectivement. Que tu peux prendre rendez-vous, tu vas faire la file, il y a une demande incroyable. Et exactement. Puis, excuse-moi, mais on va le dire, voilà, c'est l'écran incurvé et ces écrans-là sont extrêmement facilement cassables. Exactement. Le business qu'il y a derrière, enfin, je veux dire, tout ça a été imaginé pour effectivement nous forcer à consommer plus. À consommer plus, parce que je vais donner un très bel exemple. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait 3 ans. Oui. Je compte aller jusqu'à la fin de la fin, mais j'ai déjà dû le reconditionner 2 fois, changement de batterie et tout ça. Et on m'a toujours dit en arrivant là-bas, monsieur, ça va vous coûter cher quand même, autant acheter un nouveau. Exactement. En fait, on installe dans la tête des gens le fait qu'il faut consommer beaucoup plus, sans que ces personnes ne prennent conscience des conséquences de cette consommation. En tant qu'enseignant, mais aussi en tant que député suivant des questions d'enseignement, pour moi, c'est important parce qu'on parle beaucoup d'éducation numérique, avec les questions de confinement, avec les questions d'hybridation, c'est-à-dire les élèves le savent, une moitié du temps à la maison, une moitié du temps à l'école. Sous Covid, on sait très bien que les élèves ont besoin d'ordinateurs, ont besoin de beaucoup plus d'applications pour pouvoir suivre les cours en ligne. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous avons connue, la demande va exploser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus de télétravail et plus de vidéoconférences. Mais de quoi on a besoin pour des GSM, pour des tablettes, pour des ordinateurs et de plus en plus pour des voitures électriques dont la demande va exploser. On a besoin de cobalt, de lithium, de coltan, de tantal, de métaux rares. Métaux rares, mais métaux stratégiques, tout voilà, ça, bien etc. sûr. Le vrai problème que l'on a avec cette question de métaux, c'est que d'ici 2030, l'Europe va avoir besoin de 5 fois plus de cobalt, de 18 fois plus de lithium, donc qui servent à faire ces
petits appareils, leurs batteries, etc. L'Europe va avoir besoin de plus de cuivre et en 2050, on passera 15 fois plus de cobalt et 15 fois plus de lithium. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que les endroits où on extrait ces métaux, plus la demande, donc on voit le fil rouge, hein, offre et demande. Donc plus la demande va être grande, plus on va exiger beaucoup plus de production. Or, on sait aujourd'hui très bien les conséquences qui sont causées par cette demande de plus en plus grande de métaux rares. Pour nous, notre production, d'abord, ce que nous faisons, c'est que nous imposons à ces sociétés, à ces pays africains, le fait de ne pas disposer eux-mêmes de ces métaux pour pouvoir se développer, s'émanciper, avoir des infrastructures. On les prend, on les transporte, on les transforme ailleurs. Parce que nous sommes gloutons, nous sommes très très gourmands de ces métaux. Et donc nous les transformons ici pour nos besoins. Et on s'en fout complètement. Enfin, je suis caricatural. Non, si, mais on s'en fout un peu des conditions là-bas. Non, mais parlons-en. Je veux dire que ce soit le coltan, le cobalt, ce sont des minerais qui sont extrêmement omniprésents dans le Nord Kivu. Quasiment, je ne connais pas les détails, mais il me semble pour le coltan, c'est 80% Le cobalt, c'est 60%. Le cobalt, c'est 60% de la production mondiale. Se trouve au Congo. Oui. C'est incroyable. Et forcément, là où on a le plus, c'est dans la zone une des plus instables d'Afrique, qui est effectivement le Nord Kivu, avec des massacres, avec... Justement, donc on va prendre les choses point par point. Ouais. Tout d'abord, l'exploitation humaine. Donc, les populations et les États n'ont pas accès, comme ils le souhaitent, à ces ressources. Mais qu'est-ce que des entreprises comme Apple, Samsung, Huawei et d'autres ont besoin, Microsoft? Elles ont besoin d'acheter ces métaux à des prix très abordables. Pourquoi? Parce que si elles achetaient ces métaux au prix auquel elles devaient l'acheter, aujourd'hui, nous achèterions peut-être les GSM à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros. Qui va mettre ça pour acheter un GSM? Et c'est absolument pour les PlayStation et absolument pour tout le reste. Tout à fait. Et donc, pour moi, je disais, en tant qu'enseignant, on va arriver aux solutions, mais d'abord les causes. Pour moi, les causes sont très importantes pour la jeunesse, parce que je veux aussi travailler à long terme, pas seulement pour aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je parlais de 2030-2050. Donc, là, on va d'abord parler des massacres, de l'exploitation des humains. Ces entreprises, souvent, passent par des filières illégales. On sait comment on habille ça. Ouais, et d'ailleurs, ils s'enlèvent les mains. Ils disent, nous, on passe par... voilà, nous, c'est pas nous, on passe par des autres sociétés. Donc, ces sociétés-là aussi passent par d'autres... etc. On connaît la mécanique. Ils savent très bien. Ils savent très bien d'où ça vient. Et donc, ça de nouveau une hypocrisie sur leurs externalités, quoi. Les bandes armées, les rébellions qui sont à l'est du Congo, et dans d'autres endroits aussi, en Centrafrique par exemple, où on parle de l'or, on parle de beaucoup de minerais, l'uranium par exemple. Eh bien, ces bandes armées qui revendent à vil prix, à un prix très bas, ces métaux rares qui servent à faire ces appareils, ont besoin de dégager ces populations des terres pour pouvoir exploiter ces terres. Et qu'est-ce qu'on fait? Et de pouvoir exploiter avec cette population-là, malgré tout. Oui, parfois du travail forcé et du travail des enfants. Les enfants dans les mines, des enfants dans les mines. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles détruisent ces communautés. Et on sait que les piliers centraux de ces communautés, souvent, ce sont des femmes. D'où les viols des femmes, d'où les viols des enfants, d'où les massacres. Et en fait, on oblige ces populations à quitter les terres où on les met en travail forcé pour qu'elles puissent exploiter. On construit des mines et on crée des seigneurs de guerre qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, ces entreprises, Apple, Google, etc., ont beau jeu de dire « Ah, c'est pas nous ». Mais en fait, si vous vous rappelez, si tu te rappelles, c'est le même mécanisme que Léopold II a utilisé. C'est-à-dire que Léopold II, lorsqu'il a vu que le Congo était très grand et qu'il ne pouvait pas l'exploiter seul, il s'est allié des multinationales. Donc, ce n'est pas la présence des multinationales. C'est eux qui font le sale boulot, quoi. Voilà, la présence des multinationales n'est pas nouvelle au Congo. C'est depuis Léopold II. Pour le caoutchouc, Léopold II s'est allié, la BIR, l'Anglo-Belgian Indian Rubber Company, dans lequel lui-même était membre du conseil d'administration. Il avait ses parts dans cette entreprise. Et donc, on retrouve aujourd'hui des États occidentaux qui abritent ces multinationales. Et donc, ça, c'est au niveau de la question humaine. Au niveau de la biodiversité,
une tonne d'un métal, lorsqu'on extrait une tonne en moyenne, on doit extraire 200 tonnes de roches. Cela veut dire qu'on abîme la biodiversité. En termes d'eau, l'assèchement de l'eau dont les populations ont besoin. C'est pour ça que beaucoup de populations n'ont pas accès à l'eau. Mais aussi la faune et la flore. Il ne faut pas oublier que le bassin du Congo est aujourd'hui le premier régulateur climatique au monde. Il a dépassé l'Amazonie. Il a dépassé l'Amazonie. Donc, le Congo, le bassin du Congo, pas seulement la République démocratique du Congo, on a le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, etc. Donc, dans ce bassin, si on donne libre cours à ces entreprises gourmandes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont détruire le bassin, la faune, la flore, et surtout, en fait, ces forêts immergées qui captent le CO2, qui font que, dans le monde, nous avons un air pur, un air un peu pur qui permet, quelque part, de lutter contre les gaz à effet de serre. Si on permet à ces entreprises de continuer comme elles le font aujourd'hui, malheureusement, comme l'Amazonie, on va détruire le bassin du Congo. Et donc, le climat va être détruit et on va avoir beaucoup plus de problèmes de CO2 à l'avenir. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important, en termes de solutions, qu'au niveau européen, par exemple, je parle pour la Belgique, qu'on puisse aller plus loin que la directive sur les minerais de conflit qui a été d'ailleurs adoptée grâce aux écologistes au Parlement européen, qui dit que les entreprises qui vont chercher des métaux là-bas doivent s'assurer que ces métaux ne sont pas liés à des conflits armés. Non, mais ça veut dire que tu laisses malgré tout encore aux entreprises, enfin pas toi personnellement, mais aux entreprises, le choix voilà, vous devez prouver que, mais exactement. Si eux ils passent par une société qui est totalement clean, mais que là-dedans, forcément, il y a autant de pourcentage qui vient des mines artisanales, eux ils vont dire, regardez, nous on a un label de qualité qui vient peut-être de telle et telle entreprise, mais il y en a combien des différentes multinationales, il y a combien d'intervenants là-dedans? C'est une chaîne, je veux dire, exactement, c'est ça le problème. On a, je vais dire, il y a des exceptions. Par exemple, l'entreprise qui produit le Fairphone a donné des preuves du fait que sa chaîne d'approvisionnement est clean, mais surtout qu'elle investit sur place au profit des populations, etc. Et qui permet leur développement, bien sûr. Et qui permet leur développement. Mais le système qui doit aller plus loin dans ce cas en termes de résolution du problème, c'est la question des sanctions. La directive ne va pas assez loin. C'est difficile d'aller sanctionner à Apple quand t'es l'État belge ou même l'Europe. Mais ça reste des amendes et après récemment, on parlait de la guerre entre l'Union européenne et les GAFAM. L'Union européenne a sanctionné à plusieurs reprises ces entreprises. Je pense que dans ce domaine, l'Union européenne peut sanctionner. Et même, il y a un deuxième dispositif qui peut être encore plus performant. C'est permettre au niveau juridique aux victimes sur place de pouvoir avoir accès aux tribunaux ici. Et là, ça peut faire la différence. Sur le long terme, il faut qu'on apprenne, donc moi en tant qu'enseignant et en tant que député suivant l'enseignement, je veux qu'on instaure dans l'éducation numérique ce que j'appelle l'éducation à la sobriété numérique et au recyclage. C'est-à-dire concrètement qu'on apprenne aux enfants, par exemple lorsqu'ils ont un GSM, parce que moi je ne dis pas qu'on ne doit plus utiliser de GSM ou quoi, il faut savoir l'utiliser, le préserver pendant longtemps. Et puis, par exemple, un élément de réponse, c'est aussi d'imposer aux entreprises qui produisent des GSM, des ordinateurs, de mettre une notice pour savoir comment, par exemple, les métaux qui sont utilisés... Tu veux mettre un fumet-tu à la façon d'un téléphone, en quelque sorte. Oui, ça c'est la première chose, c'est très important, il faut le mettre. Fumer-tu ou voilà, ces métaux, enfin, voilà, c'est une manière d'expliquer ce qu'il y a là-dedans, voilà ce que ça entraîne sur la biodiversité et les êtres humains. Et surtout, comment on peut les réutiliser. Ouais, ok. Ouais, parce que pour l'instant, malheureusement, on est tellement dans la technologie extrêmement miniaturisée, que l'énergie à investir pour pouvoir récupérer les matériaux, c'est quand même assez colossal. Donc, autant le jeter, ça va moins dégager de CO2 que de devoir essayer de le recycler. Or, on sait que les métaux qui sont dedans peuvent servir à beaucoup d'autres choses. En fait. Et donc, on peut le démonter, réutiliser les métaux. Donc, il faut laisser dans le circuit les métaux le plus longtemps possible.
Et là, la demande va diminuer. Mais de toute façon, par rapport au Green Deal, il y a une demande du Green Deal européen d'être dans une économie circulaire. Donc, Effectivement, il y a la circularité. C'est de mettre ça en place. C'est de mettre ça en place, effectivement. Mais est-ce qu'on a le temps de le mettre en place sans que ça ne fasse encore plus de dégâts? Parce que au-delà de ça, c'est important, c'est génial, on a parlé de colonisation, les notions d'écologie décoloniale, de la néocolonisation, parce que voilà, ce qui s'est passé avant continue aujourd'hui de toute façon, c'est juste on a changé de forme, on paye les gens. Avant on les payait pas, on les envoyait au charbon, aujourd'hui on les paye des gnognottes, mais quoi qu'il arrive, on les exproprie, on continue. Et les États ne touchent pas ce qu'elles devraient toucher sur les exactement, les États africains. Et cet argent-là qui leur permettrait justement de pouvoir loger, de pouvoir faire développer simplement le pays, ça on a compris. Moi j'ai l'impression, j'ai déjà discuté de ces sujets-là avec des politiciens belges dont je tairai le nom, des personnes très connues, et je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites pas quelque chose de concret? Et ils ont rejeté la faute sur les dirigeants africains. Moi, je suis parti du principe que c'était un peu lâche et facile de rejeter la faute sur des dirigeants africains. Je vois de qui tu veux parler. Eh ben, on ne dira pas son nom aujourd'hui. Si vous le savez, bah, dites-le en commentaire. Hein, voilà, après ça, on ne confirmera pas, on likera pas, on dira rien. Mais et cette personne-là prétendait à mort que c'était juste dû aux dirigeants africains. Et moi, je suis un peu plus venu, et on en parle, hein, sur le fait que beaucoup de dirigeants, au moment de la décolonisation, la soi-disant décolonisation en quelque sorte, mais oui, on va parler des décolonisations dans les années 60, ont été installés, il y a eu beaucoup de manigances, de conflits d'intérêts ont été installés par justement tous ces multinationales, par ces pouvoirs déjà en place. Mais maintenant, du coup, c'est... Aujourd'hui, est-ce qu'un politicien qui qui se fait élire démocratiquement, je sais pas, au Congo, comme Tshisekedi ou comme d'autres, qui ont vraiment de bonnes intentions, est-ce qu'ils ont le pouvoir réellement de changer les choses, ou alors le système déjà, ils sont trop embarqués dans quelque chose de difficile, c'est-à-dire que le peu d'argent qu'ils reçoivent déjà d'une multinationale, je vais essayer de vulgariser, c'est très compliqué, mais en gros, est-ce qu'un pays qui décide tout simplement de récupérer la propriété de ces mines et simplement de les vendre de façon cohérente à un Apple, à un Samsung, tout ce que tu veux, ne va pas amener une coalition internationale comme l'Amérique et les Américains qui pourraient débarquer pour dire « Oh, il commence à avoir un petit peu le bordel, il y a des terroristes sur place, il faut récupérer le contrôle, est-ce qu'il peut pas y avoir... » Est-ce que c'est pas ce qui risque de se passer? Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé au Mali aussi, un peu? Ah oui, mais en fait, on parle de colonisation, décolonisation, on est en Belgique. Donc quand on parle de Léopold II, généralement, son vis-à-vis, c'est Patrice Lumumba. Les jeunes qui ont déjà entendu parler de Lumumba le savent. Pourquoi a-t-il été zigouillé? Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Et il était en négociation pour faire en sorte que le Congo soit souverain de ses terres. Mais justement, donc, la personne ou les personnes, les dirigeants de partis politiques belges qui estiment que, en fait, c'est la faute des États, ce sont généralement ces dirigeants qui sont les amis de dictateurs, en fait, qui les protègent et qui les soutiennent. Et donc, leur intérêt n'est pas de reconnaître leur responsabilité. Parce que, qui a tué Thomas Sankara? Je demande aux jeunes qui veulent le savoir, allez voir. Ben, je pense que Thomas Sankara vivrait aujourd'hui, s'ils vont voir c'est-à-dire le style de Thomas Sankara, il est vraiment dans... En fait, on ne peut pas dire qu'il est déphasé. C'est comme Bob Marley, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais déphasé. Donc, Thomas Sankara, le président écologiste, féministe, parce que sur les droits des femmes, il était intraitable, déjà lui parlait d'écologie dans les années 80. À l'époque, dont un président qui est mort à 37 ans. Donc, qu'on ne me dise pas, la plupart des présidents, tous en fait, qui ont essayé de garder la souveraineté des ressources, on les a tués. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est le contraire? On a deux types de dirigeants. Le deuxième type, c'est ceux que tu as évoqués, ceux qu'on a placés, ou ceux qu'on a aidés à se placer. Eh bien, ceux-là n'ont pas la conscience politique nécessaire pour se dire « je me sacrifie » ou en tout cas, mon objectif, c'est le bonheur de mon peuple. Parce que s'ils ont été placés là, c'est que forcément il y avait des intérêts derrière. Évidemment. Il y a eu Bolloré mêlé de quelque chose, c'était pas au Togo d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est le pays dans lequel tu as grandi. Oui, effectivement. Donc Bolloré au Togo, il y a eu de l'ingérence. Au Cameroun. Voilà, parce que pour expliquer aux gens, donc Bolloré d'ailleurs il a été condamné par la justice. Il a été condamné par la justice. Pour ingérence, c'est grâce à lui qu'un président a été élu, il a investi dans sa campagne, je vulgarise parce que j'ai pas suivi toute l'affaire, et en échange, il a dit « permets-moi de construire des ports et permets-moi de continuer parce que c'est la continuité de ce business. » Il avait le contrat de l'exploitation du port. Des ports, par exemple, de Lomé, de Douala et de Cotonou. Maintenant, on a quelques présidents
ils sont très minoritaires, qui commencent à se rebeller. Par exemple, le nouveau président béninois, Patrice Talon, a expulsé Bolloré. Pourquoi? Il a été traité de terroriste. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même, en fait, il y a même une manipulation autour de ce truc. On va en arriver au Mali. On nous le vend pour l'instant, le Bénin, j'ai vu dans quelques organes de presse, on nous la vend comme une dictature, comme ça, c'est le mal et tout. Et alors, il y a des problèmes, comme dans beaucoup de pays, même ici, parfois, on parle, quand il s'agit de l'Afrique, on démultiplie beaucoup de choses. Oui. Mais en réalité, des problèmes démocratiques, à toute proportion gardée, il y en a partout. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que si on prend des présidents français comme Chirac, ici, les dirigeants belges, on sait certains ont des relations avec les dirigeants africains. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, on le sait. Donc, on prend des présidents comme Chirac, ce sont des gens dont il est démontré aujourd'hui qu'ils allaient prendre de l'argent chez des présidents africains pour investir dans leur campagne électorale. Celui dont on parle et dont on ne veut pas prononcer le nom, le dirigeant... Voldemort. Voldemort, le dirigeant politique belge, son idole, Nicolas Sarkozy, c'est la justice de son propre pays qui l'a condamné en disant « Vous êtes allé prendre de l'argent chez Kadhafi ». Tout à fait. Qui est aussi parti... Voilà, et donc ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous donner des leçons en disant « C'est de la faute des dirigeants africains ». Parce qu'il a été condamné, c'était prouvé que Sarkozy avait bel et bien eu de l'argent, qu'il a nié, il a dit non, que c'était faux. On sait très bien le gaz et le pétrole qu'il y avait en Libye. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pourquoi aujourd'hui, et moi c'est ma thèse, Nicolas Sarkozy a tout fait pour instrumentaliser l'ONU pour attaquer la Libye. Voilà. Ce qui a fait il a fait partie des premiers, il a même bombardé, oui, tout à fait. C'est ça, et c'est ce qui a provoqué des conséquences sur le Niger et le Mali aujourd'hui. Pourquoi? Et Obama a dit, c'est l'erreur, la plus grande erreur que je regrette. Parce qu'il a suivi Sarkozy là-dedans. Et donc, ils ont bombardé la Libye. Or, Sarkozy avait des comptes à régler avec Kadhafi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour nourrir les rebelles contre Kadhafi, ils ont balancé des armes partout dans le désert. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux aller dans le désert libyen, tu circules et tu tombes sur des armes. Et c'est ça, et là on y revient dans cette problématique néocolonialiste qui détruit la biodiversité, qui détruit les espaces de vie, qui détruit le tissu social, qui détruit les cultures, les gens et l'être humain. Quand déjà c'est la galère en Afrique, que c'est la pauvreté immense, que c'est la survie au quotidien, et que forcément toi, en tant que jeune président, tu dis bon, je vais quand même essayer d'y aller à mollo, etc. Puis finalement, tu dis non, j'en ai marre. Il faut absolument qu'on recentralise tout sur nous pour qu'on puisse arrêter cette pauvreté. Le président qui va le faire, ou alors on le zigouille, ou alors on lui met des coups de pression, ou alors on va armer des gens qui sont dans la galère et qui vont se dire ok, ben si on est dans cette galère, c'est à cause du président en place qui est là depuis 2 ans ou 3, ben bref. Et que du coup, ils vont s'estimer légitimes d'aller renverser à tort ou à raison. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un chien qui mord sa queue, dans un cercle vicieux où ces grandes puissances qui ont une grosse domination sur tous ces pays dans lesquels on est en train de tout siroter jusqu'à la dernière goutte, on se dit ah, il est en train d'essayer de recentraliser son pays et d'apporter simplement une vie, un avenir. C'est ça. Et ben à ce moment-là, on se dit tu sais quoi, allez, on va foutre la merde, on va mettre notre grain de sel, le Mali, etc., etc. Ça devient effrayant parce que quoi qu'il arrive, on est dans une situation aujourd'hui, on n'a plus le temps. Et que, en plus de ça, on n'a même plus besoin de tout ça, mais on continue malgré tout à rester dans ce statu quo. Et moi, ce qui m'effraie vraiment et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, c'est qu'on en parle, c'est de se demander, au-delà voilà, une immigration massive qui vient d'Afrique et qui est légitime, hein, ils ont rien, c'est la galère, c'est la merde. Et que forcément, cette immigration qui vient ne fait pas plaisir parce qu'on la vend comme ouais, mais c'est une immigration qui vient voler tout ce qu'on a, blablabla. Enfin voilà, tu connais tout le délire politique. Excuse-moi, l'émotion me prend un petit peu. Quelle est la solution à tout ce bordel, en fait? Ben, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on a à nouveau un nouvel élément, c'est la dynamique terroriste. C'est-à-dire que les armes dont je parlais pour Kadhafi, des groupes terroristes qui n'étaient pas aussi armés qu'avant, ben, en ont bénéficié. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus juste plus bas pour pouvoir déstabiliser les États que sont le Mali et le Niger. Et que retrouve-t-on au Niger? On retrouve l'uranium. Cet uranium, attention, 26% de l'énergie nucléaire belge vient de cet uranium du Niger. Donc on doit notre électricité, à une partie de notre prospérité, d'une partie de notre électricité. Parce que ce sont les Français, nous dealons avec les Français pour avoir cette électricité de cet uranium, Areva. Et en fait, quelle est la solution? C'est pour ça que, en fait, moi je suis panafricain, j'estime que du point de vue de la souveraineté, il est très important que les pays africains s'unissent.
politiquement, économiquement. Et quand on parle d'unité, moi, je n'envisage pas l'unité d'en haut. Et cette unité doit se faire corrélativement en Europe avec une prise de conscience. Et c'est pour ça que je suis vraiment peiné que des dirigeants de partis politiques aussi jeunes, qui doivent être normalement progressistes, qui doivent être normalement ouverts sur le monde, n'essayent pas d'avoir des relations d'égal à égal avec les États africains. Certains vont me dire c'est utopique, c'est naïf. Mais c'est aussi une question de rapport de force. Et donc pour moi, à un moment donné, à partir du moment où les États africains vont s'unir, pourquoi est-ce que on a fait l'Union européenne? Pourquoi est-ce pour des raisons économiques à la base, oui. Et aussi pour des raisons philosophiques et d'arrêter les guerres. L'Union européenne a stoppé quand même des années, des centaines d'années de guerre. Et donc, moi, je suis convaincu que les humains ne sont pas différents en fonction, fondamentalement en fonction de leur couleur de peau. C'est le rapport de force et l'exploitation des humains qui fait qu'à un moment donné, on hiérarchise les couleurs de peau. Mais en fait, l'humain fondamentalement ressent la même chose. À partir du moment où les humains s'unissent, ils deviennent plus forts. Et les guerres diminuent. Et donc, en Europe, ça a été la même chose. L'Amérique du Sud a connu beaucoup de guerres. Mais il y a eu des dynamiques convergentes. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a permis de diminuer les guerres. Ça a permis d'avoir beaucoup plus de souveraineté sur les ressources. Et donc, ça veut dire que si un chef d'État isolé prend conscience, devient quelqu'un qui dit comme Thomas Sankara qui était isolé, moi je veux ça pour l'Afrique, moi je veux la souveraineté. Mais ils doivent faire ça dans un agenda secret. Si on le sait trop, les lobbies vont s'en mêler, les multinationales vont s'en mêler. Tout le monde entier va se mêler en disant, parce que l'Afrique, garde une richesse dans ses terres qui est honteuse. Hein. Quand je dis honteuse, c'est dans le sens où le monde entier est jaloux de ça, tu vois. C'est aussi pour ça que je mène ce combat au niveau européen, parce que dans le combat décolonial, il faut aussi sensibiliser et préparer les futurs dirigeants européens qu'on retrouve dans la jeunesse aujourd'hui. Qu'ils changent de mentalité. Et donc que ça permette d'avoir des deux côtés de la Méditerranée, de l'Atlantique en fait, des nouvelles générations de dirigeants qui se disent le multilatéralisme, le respect des uns et des autres peut permettre d'avoir un monde beaucoup plus pacifique dans lequel les gens vivent à égalité et qu'on ne considère pas que parce qu'on est africain, on est forcément inférieur à un autre. Et donc, quand on pille mon environnement, quand on pille mes terres, et en plus, on m'interdit d'aller voir à un autre endroit où je peux élever mes enfants, pour que mes enfants puissent avoir des conditions de vie qui soient meilleures que les miennes, que celles que j'ai connues. Et c'est ça le discours de l'extrême droite. Même si l'extrême droite arrive au pouvoir aujourd'hui, elle ne va pas arrêter d'exploiter l'Afrique. Soyons tout à fait clairs là-dessus. Clairement, mais est-ce qu'elle ne va pas, pour conserver le modèle de vie le plus longtemps possible, qui est inconcevable, on ne peut pas conserver notre mode de vie à si longtemps de personnes, on ne peut pas. Mais c'est ce que promet l'extrême droite. Opulence, vous allez bien vivre. Mais même la droite, on a une partie de la droite qui se dit libérale, c'est ce qui m'effraie moi, qui dit la technologie va tous nous sauver. Or, j'ai démontré ici que plus de technologies, en fait, va entraîner des catastrophes naturelles. De plus en plus, en réalité. Totalement. Et alors du coup, c'est ça qui est un peu flippant, c'est qu'il s'obstine malgré tout à dire, voilà, continuons, nous vous promettons de l'emploi, nous vous promettons plein de choses, mais alors du coup, bien sûr, ils vont continuer d'exploiter les pays sous la Méditerranée, parce que, au contraire, est-ce que ça ne pourrait pas justement encore plus facilement ouvrir les portes? Vincent Bolloré est en train d'ouvrir une autoroute à Éric Zemmour. Pour cette raison-là, parce qu'il sait très bien que il va ouvrir les vannes en mode il faut payer, il faut faire il faut détruire les tissus sociaux, on s'en fout, on y va. C'est pas pour rien que, je veux dire, il est propriétaire de Canal+, de CNews, et les chaînes aujourd'hui, et ça a avéré qui en parlent le plus et qui le mettent plus en avant, c'est tout ce qui appartient au groupe Canal. Donc on voit vraiment l'influence qu'elle a derrière. Moi j'ai peur justement, je te pose la question, enfin j'ai peur, c'est un grand mot, l'éco-anxiété m'a déjà suffisamment chopé depuis quelques interviews avant. Est-ce que tu n'as pas peur justement que il y a encore des faux espoirs qui basculent vers l'extrême droite pour ces faux espoirs-là? Ah oui, je pense que le discours qu'on a beaucoup entendu sur le nucléaire, mais aussi sur toute une série de thématiques qui disent en fait, nous, ce qui nous importe, c'est nous. C'est notre pays. C'est ça en fait, cette question de préférence nationale. C'est-à-dire que les autres, on s'en fout. Or, ce qu'ils oublient, c'est que le monde est interdépendant. On a parlé des métaux. Ces métaux ne sont pas inépuisables. Et ce que moi je crains,
c'est que la colonisation, sous l'ancienne forme, revienne. Parce qu'avant, on avait uniquement les pays occidentaux. Aujourd'hui, on a la Turquie, on a la Chine, on a l'Inde. Et donc, l'Afrique, mais aussi d'autres parties du monde, sont devenues des champs de bataille. Et donc, quand les ressources vont commencer à s'épuiser, qu'est-ce qui va se passer? Des conflits. Des conflits. Et ces États vont être de plus en plus directement impliqués. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, au Mali, en Centrafrique? C'est le conflit entre deux États, la Russie et la France. Ouais. Et donc, des États vont être mis sous tutelle, comme à l'époque de la colonisation, pour accéder aux métaux rares. Et c'est pour ça que notre conversation est importante, Oui. parce que l'éducation, elle doit être présente, que ce soit chez nous, ici, Ou en Afrique, et partout, à d'autres endroits. pour avoir conscience de ça et pour pouvoir peut-être, j'espère, changer la donne politique. Alors, tu as demandé tout à l'heure, en termes de solutions, donc j'ai évoqué tout ce qui touche au recyclage, tout ce qui touche à la sobriété numérique, ça c'est ce qu'on peut faire ici. Il y a aussi la question de l'éducation qui est fondamentale, aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je prends, moi quand j'étais à la tête de Mémoire coloniale, il y avait très peu de gens qui savaient ce que... C'est quoi Mémoire coloniale? Mémoire coloniale, c'est le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. C'est un Vous mouvement... êtes sur Instagram ou tout ça? Instagram, Twitter... Super, on mettra les liens en description. Voilà, Okay. Twitter, Facebook. Et en fait, c'est un mouvement que j'ai cofondé avec des aînés dans le but de sensibiliser, mais aussi de lutter contre la propagande coloniale et d'ouvrir les yeux des gens sur tout ce dont on vient de parler, y compris dans des interactions ici en Belgique. Pourquoi est-ce que dans l'espace public, en fait, certaines statues continuent à glorifier la colonisation? Est-ce que ça a un impact sur l'imaginaire des gens? Et est-ce que ça a un lien avec la manière dont les gens conçoivent les autres en fonction de leur couleur de peau? L'analyser sous l'aspect psychologique, parce que c'est encore tout un débat, des gens qui estiment que oh, qu'est-ce qu'on se touche à ce truc du passé, c'est ce qu'on a, en fait, l'inconscient, la propagande touche l'imaginaire et l'imaginaire touche l'inconscient. Ben, c'est bizarre parce que... On est influencé sans le savoir. Et en fait... Ici à côté, je me permets rapidement de te couper, ici à côté, avenue de Tervuren, non pas avenue de Tervuren, qu'est-ce que je dis, ici, la avenue de la Toison d'Or, il y a la statue... À la place du trône. À la place du trône, exactement, il y a la statue du roi Léopold II. Mais moi, quand je le passais devant, je la calculais pas. Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, c'est cool, c'est un des rois des Belges. Voilà. Parce que ma mère m'avait dit, c'est celui qui a fait le cinquantenaire, c'est celui qui a fait le palais de justice, on me l'avait vendu comme ça. Le roi bâtisseur. Le roi bâtisseur, forcément, l'éducation de ma mère, elle est née en 49, elle est née en Belgique, elle est belge, de parents belges, donc forcément, elle avait cette éducation à la base à l'école où jamais les histoires de colonisation avaient été abordées. Et quand je me suis renseigné, quand j'étais aux études supérieures, que je me suis informé, et forcément que j'ai été passionné par toute cette histoire-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette statue fout encore là? C'est ça. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont râlé, qui ont crié, oh, mais pourquoi est-ce que vous voulez toucher à la statue de notre roi? C'est des gens pas informés, en fait. Oui, mais est-ce que tu sais que... Ou qui sont dans le déni, hein, parce que parfois on les informe, mais il y a une sorte de déni qui s'installe. Est-ce que tu sais que durant toute la période Black Lives Matter, moi et d'autres qui avons, c'est-à-dire suivi, parce que ça a été initié par d'autres, avons donné de l'ampleur à cette lutte. J'ai eu beaucoup de courriers me disant, mais monsieur, ce que vous avez dit sur RTL, où j'ai révélé les massacres, j'ai parlé de... Parce que les historiens ont révélé tout ça. Hein. Oui, c'est dispo au musée de Tervuren. Sauf que ce n'est pas accessible. Et donc, le fait de rendre cette histoire accessible, les gens l'ont découvert. Parce que les gens sont allés à l'école, on leur a mis des choses dans la tête. Et donc, j'ai eu beaucoup de courriers qui me disaient, mais... Monsieur, ce que vous dites, je suis choqué. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi, à l'école, voici ce qu'on m'a dit. Et pourquoi vous voulez toucher à notre roi? Parce qu'à l'école, on nous a dit que c'était le roi bâtisseur. Oui, il a bâti des choses, beaucoup de choses en Belgique. Mais où est-ce qu'il a pris l'argent? D'où est-ce que l'argent vient? Et en fait, tout le système dont on a parlé, qui est un système d'injustice fondamentale, qui est un système d'exploitation, qui est un système anti-universaliste. Parce que moi, je dénonce les hypocrites qui nous parlent d'universalisme et qui ne veulent pas qu'on enseigne cette histoire à l'école comme il le faut par rapport aux injustices, au système d'injustice que je viens de dénoncer. Et donc, lorsque vous apprenez ça à un enfant, il ne voit plus le monde de la même façon. Imaginez que demain, cet enfant soit ministre et qu'il est déconstruit. Les décisions qu'il va prendre, est-ce que ce sera la même chose? Imaginez un chef de l'État français, un président français qui est déconstruit. Comment est-ce qu'il va envisager les relations entre son pays et l'Afrique? Ce sera forcément différent. Totalement. Mais si on reste dans le même système, avec la même éducation,
on n'y arrivera pas. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de maintenir la même chose, y compris pour certains pays en Afrique. On ne veut pas éduquer les jeunes là-bas sur place. Parce qu'ils ont Alors peur. ça, c'est l'autre volet. Ils ont peur que ça se révolte. Mais justement, en fait, lorsque vous prenez dans certains pays, on a 5% de la population, voire moins, de l'élite qui capte toutes les ressources du pays à travers plusieurs types de mécanismes. Et donc, cette élite se reproduit, c'est-à-dire quand le papa n'est plus là, on met l'enfant à tel poste, on met le cousin, on met l'oncle, on met le neveu, etc. Pourquoi? Pour garder les richesses dans les clans, dans les familles. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On maintient les peuples dans l'ignorance. Parce qu'on sait très bien que quand les peuples sont bien informés, c'est ce que Frantz Fanon disait toujours, quand le peuple est éduqué, il devient redoutable. Et Sankara le disait aussi. Et en fait, ces peuples ne vont plus jamais accepter de rester dans cette ignorance. C'est comme quand on entend certains nous dire « Ah oui, vous de la diaspora, vous êtes des radicaux », alors que quand on va là-bas, les gens sont nostalgiques de la colonisation. Mais en fait, les conditions socio-économiques jouent très fort. Je dis toujours à ceux qui me disent ça, donnez la moitié de votre salaire à un Africain, à quelqu'un du Congo, et retournez une année après et demandez-lui s'il est nostalgique de la colonisation. Mais non, il va avoir accès aux bouquins. À l'électricité pour étudier le soir. Pour étudier le soir. Il va avoir accès aux bouquins, il va avoir accès il aura accès à la connaissance. Aux films, à la connaissance, qui vont lui permettre de comprendre les enjeux. Et en fait, en diaspora, c'est ce qui se passe. Les gens ont accès aux ressources. Et donc, les dirigeants là-bas, malheureusement, dans l'enseignement de l'histoire, dans l'enseignement de plusieurs matières, et dans le système d'éducation en général, pas tous, mais beaucoup, n'ont pas intérêt à ce que les peuples aient accès à la connaissance. Et donc, ils sont de connivence avec certains dirigeants ici, qui ont intérêt au maintien du système. Et c'est ça un peu qui est effrayant, c'est que si tu prends les cités de France, si tu prends nous en Belgique, les lieux où il y a énormément de personnes issues de la diaspora africaine, toutes ces personnes-là ont plus accès à l'éducation, ont plus accès à certaines choses. Et aujourd'hui, s'élèvent sur les réseaux sociaux et dans l'espace public des voix justement de déconstruction qui se heurtent et qui fracturent en profondeur les sociétés. Et c'est là vraiment l'impression que j'ai, parce que les histoires de déboulonnage, on déboulonne pas, c'est pas qu'en Belgique, c'est pas qu'en France, hein, c'est aussi aux États-Unis, c'est au Canada. En Martinique, hein, en France, et donc et même en Afrique aussi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une certaine caste de la population qui se dit « Oh merde, excuse-moi, je vais être très dur avec ce que je vais dire, le noir pense ». Ah oui. Et que du coup, il y a, du coup, on sort la carte, et ça me fait peur, c'est ce qui est effrayant, c'est qu'on sort la carte de vous faites les victimes, et vraiment de nouveau ce principe de domination qui revient, où moi quand j'essaie d'aborder ces thématiques-là, moi qui suis métissé, c'est-à-dire que moi je suis d'origine, mon père est sénégalais, je suis né en Belgique, je m'estime citoyen du monde, mais j'estime ayant des racines africaines forcément, mais je m'estime aussi belge, bref, je veux pas rentrer dans ça me regarde, mais quoi qu'il arrive, quand j'essaie d'expliquer ça à des personnes qui sont pas du tout initiées à ces questions-là, la première pensée primaire qui leur passe par la tête, c'est tu fais ta victime, tu es dans un système où tu as les mêmes chances que les autres, alors que non, il suffit simplement d'ouvrir une carte postale UNICEF, tu comprends que les êtres humains sont pas tous égaux sur Terre, tu vois. Oui. Et donc du coup, l'éducation, oui, mais alors, est-ce que ça va devoir passer par une lutte plus compliquée pour pouvoir faire comprendre que en fait tout le monde est humain sur Terre, tu vois ce que je veux dire? En fait, ces luttes ont déjà commencé. Moi, quand j'étais coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, on m'a envoyé, mon mouvement m'a mandaté pour aller au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, il y a eu une révolution contre un dictateur, celui qui a assassiné justement Thomas Sankara, qui était son meilleur ami et qui est resté 27 ans au pouvoir. Et qui est le prototype du dictateur dont on a parlé depuis tout à l'heure, Blaise Compaoré. Eh bien, ceux qui l'ont mis dehors, ce sont des jeunes. Plusieurs mouvements, dont l'un très célèbre, qui s'appelle le Ballet citoyen. Ce sont des artistes qui étaient en même temps activistes, donc ils s'appellent activistes, ils se dénomment comme ça. Ils se sont réveillés et ils ont dit, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter que les gens meurent de faim et de soif dans ce pays. Il faut que ce type parte. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des stratégies, y compris des mobilisations dans la rue, à travers l'éducation informelle. Parce qu'il y a déjà des mouvements, je prends la Lucha au Congo, en République démocratique du Congo, ce sont des mouvements qui éduquent les masses aussi. Sauf que, en fait, il n'y a pas encore de jonction. Ils les envoient en prison, les gens de la Lucha. Oui, justement, il n'y a pas encore assez de jonction entre
la conscience politique de ces mouvements et la conscience politique des dirigeants. Parce que les moyens de l'État peuvent permettre de démultiplier cette éducation de masse. C'est ce que Thomas Sankara voulait faire, en fait. Et donc, à partir du moment où c'est installé, on va en revenir au panafricanisme et à ce que je disais. Le panafricanisme, ce ne sont pas des chefs d'État qui se mettent ensemble, qui se disent on va s'unir. Ce sont des mouvements citoyens, ce sont des mouvements de base de la population dans les villages, comme ça se faisait au début de l'indépendance, de se dire on va créer un nouveau monde. Et en fait, les frontières coloniales, si vous prenez les frontières de l'Afrique, regardez comme elles sont dessinées vraiment à la latte comme des compas, parce qu'à la conférence de Berlin, les pays occidentaux en 1885 se sont rassemblés pour partager l'Afrique selon le système colonial. Avec von Bismarck. Voilà, sans les Africains. Et donc, je pense que ces frontières coloniales ont créé des divisions entre les Africains. Or, on le sait, les convergences sociologiques, anthropologiques, linguistiques entre les Africains sont énormes. Oui. Enfin, et donc, les transferts des voyages, enfin, je veux dire, Cheikh Anta Diop a très bien défini ça. Exactement, Cheikh Anta Diop, dans tous ses bouquins, et donc, tout ce qu'il a fait nous permet de comprendre que par la base, les peuples peuvent penser par eux-mêmes, s'unir, créer des projets politiques par eux-mêmes, et les mouvements citoyens sont là pour pouvoir porter ces projets. Et ensuite, la jonction avec le mouvement politique. Gabriel Boric, nouveau président du Chili, issu du mouvement syndical étudiant. Ça, c'est l'exemple par A plus B qu'il peut y avoir des jonctions entre des mouvements populaires, donc de lutte populaire venant des mouvements citoyens, et le sommet de la politique. Porter au pouvoir quelqu'un qui est l'expression de ces mouvements populaires. Alors, parfois, ça peut être un échec, parce qu'il peut trahir. Mais parfois, il faut répéter avant de trouver le bon et de réussir. Et donc, c'est un travail inlassable, c'est un travail harassant, qui est très dur, mais qu'il faudra mener. Et nous, en Europe, que l'on soit blanc, noir, jaune, rouge, on s'en fout. Nous devons contribuer à ce que cela se fasse. Sinon, les guerres qui sont là-bas vont arriver un jour ici. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein. Quand les gens se plaignent, mais le terrorisme... Imaginez que sur l'uranium dont on parle, qui nourrit la Belgique, les terroristes fassent main basse sur cet uranium demain. Là-bas. Là-bas. Ouais. Et aujourd'hui, la plus grande crainte... Ah, mais ils en reverront déjà des... Parce que forcément, si notre énergie passe par là... Et surtout une énergie décarbonée, qui est encore plus importante aujourd'hui. Oui. Même si la Belgique a décidé de fermer sa centrale nucléaire. C'est ça. Mais tu sais que le problème, c'est que quand on laisse des mouvements, ou en tout cas, quand un mouvement terroriste grandit, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, le jour où vous allez décider d'intervenir, peut-être que, comme les talibans, vous ne pourrez plus. Les Américains se sont cassés la gueule en Afghanistan pour ça. Hein. Et donc, tout ça pour dire que l'éducation de masse est quelque chose de très important. Je n'aimerais pas donner un tableau sombre de ce qui se passe en Afrique. Il y a des exceptions. En termes d'éducation, si vous allez au Ghana, vous vous rendez compte que la mentalité change beaucoup. Le Botswana, il y a un développement qui est basé sur l'identité propre de ce pays, les ressources de ce pays, une souveraineté propre qui est admirable. On a certains exemples qui commencent à émerger. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore un peu d'espoir, en fait. Et donc, il y a aussi de l'espoir pour l'écologie. Parce qu'à partir du moment où on a cette éducation de masse, les gens vont prendre conscience aussi du lien que leurs ancêtres ont toujours porté sur l'équilibre entre l'être humain et l'environnement qui l'entoure. À l'époque des ancêtres, on avait ce qu'on appelle, on en a encore un peu, les forêts sacrées. Les forêts sacrées, ce n'est pas seulement pour faire des génies, hein. Ce n'est pas seulement pour aller consulter des génies. On faisait des forêts sacrées pour dire, ça c'est sacré, on n'y touche pas, en fait. Parce que c'était une forêt primaire avec une biodiversité incroyable. Donc ce n'est pas parce que ces gens ne l'écrivaient pas forcément dans des bouquins. Et encore, je voyais un livre sur le peuple Bamoun tout à l'heure, l'écriture existait. Donc, on les mettait dans les livres, on en faisait des contes pour les enfants, pour les éduquer, pour qu'ils puissent garder ça tout le long de leur vie, que la préservation de l'environnement, de la biodiversité, est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est ce que nous devons retrouver en l'adaptant à nos outils d'aujourd'hui. Et ça doit se faire des deux côtés.
Calvin, est-ce que tu as un dernier mot? Je t'ai déjà donné en fait, tu viens de terminer par les conseils, mais si jamais tu devais résumer ça en une phrase pour la jeunesse, qu'est-ce que tu lui dirais là, aujourd'hui, tout de suite, par rapport à tous ces défis qui l'attendent et qui sont déjà en cours? Ben, c'est-à-dire, si je dois résumer tout ça en une phrase, c'est éduquez-vous, faites-vous votre propre idée, n'écoutez pas uniquement ce que vous disent les médias, ce que vous lisez sur Internet, mais faites-vous votre propre avis, essayez d'aller à la source des choses pour pouvoir comprendre, et à partir de là, vous pouvez commencer à lutter. Parce que quand on dit, par exemple, aux gens, les gens disent, oui, mais moi, je ne suis pas coupable de ce qui s'est passé durant la colonisation. Oui, il y a une génération, il y a des dirigeants aujourd'hui qui sont coupables, il y a une génération qui l'a fait par le passé. Mais à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe, qu'on a l'information, si on n'en fait rien, là, on devient coupable. Et donc, il faut prendre conscience et lutter contre cette injustice. Et il y a plusieurs moyens, j'ai cité le collectif Mémoire coloniale, il y a plusieurs mouvements par lesquels cela peut arriver. Et je commence par les élus. Nous, élus, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ignorance. Quand j'entends certains discours, je me rends compte que le lavage de cerveau du système depuis Léopold II a encore, malheureusement, un impact négatif sur les cerveaux de certains de nos élus. Et c'est dommage, et la jeunesse doit se lever contre ça. Merci Calvin pour cette incroyable discussion. J'ai envie de faire une partie 2 parce qu'on n'a pas abordé les questions climatiques. Oui. Et qu'elles sont tellement importantes dans cette notion d'écologie décoloniale. Elles sont extrêmement importantes. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Si on aura l'occasion. Et toutes les questions liées aux ventes de tonnes carbone, etc. Complètement. Oui. Et merci en tout cas à la librairie Petite Blue, Pépite Blue, pardon, je vais y arriver, Pépite Blues, qui nous a accueillis. Et à sa promotrice, Célestina Georges Vindes, qui nous a accueillis avec autant de gentillesse. Ah, on met les liens dans la description. Voilà. Merci Calvin. Merci. Porte-toi à bientôt. Bien. Ciao, ciao. Ciao.